Ce soir, alors, quoi vous dire? Eh ben, c'est le 1er rendez-vous copro, de la rentrée, hein. C'est le premier qu'on initie depuis celui du mois de juin. Donc entre-temps, il y a eu la période estivale et pour certains, on ne s'est pas vu ni entendu, depuis quelques mois. Donc je suis très contente de pouvoir vous retrouver et c'est les sujets d'actualité en copropriété ne manquent pas. Comme vous le voyez, on produit toujours autant d'articles tous les jours. Ce sujet, de la maintenance des équipements de la copropriété est un sujet, qui revient, constamment, très régulièrement dans nos pages parce que, c'est vraiment une préoccupation majeure dans les copropriétés. Sachant que, les copropriétés, ont un certain nombre d'équipements, comme vous le savez, et ces équipements, doivent fonctionner. Il n'est pas question qu'ils tombent en panne, il n'est pas question qu'ils aient des problèmes ou qu'ils génèrent des sinistres. Donc, il faut absolument qu'ils soient entretenus régulièrement et pour cela, on met en place bien sûr une maintenance avec un certain nombre de points à contrôler. Alors si on peut avancer dans les slides. Donc on va voir ça ensemble, on va développer un petit peu la thématique, ensemble ce soir. Donc évidemment, bon, des équipements, il y en a beaucoup en copropriété. Donc moi, j'avais fait un petit peu l'inventaire de tous les équipements qu'on pouvait avoir, sachant que, on a suffisamment de partenaires au sein de mon immeuble pour que chacun puisse s'exprimer. Mais donc voilà, le programme s'est fait en fonction des disponibilités de chacun et donc il y a certains équipements dont on ne parlera pas ce soir, mais on y reviendra, à l'occasion d'autres rendez-vous. Donc ne soyez pas déçus si on vous a annoncé les ascenseurs, si on vous a annoncé la sécurité incendie, etc. C'est des sujets qu'on abordera ultérieurement avec d'autres partenaires et on reviendra précisément sur ces thématiques. Donc pour ce soir, alors bon, moi-même, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, organisatrice de ce rendez-vous copro que vous connaissez bien, qui a lieu tous les mois maintenant, animé par nos partenaires. Et je suis accompagnée de Gladys Lecomte, qui est responsable marketing pour mon immeuble et qui sera là également pour répondre à vos questions concernant mon immeuble, les abonnements, toutes les questions aussi qui ont attrait aux relations partenaires. Donc on verra ensemble que on a quelques actualités aussi à vous proposer pour les jours et mois à venir. Alors, ce soir, les participants de ce rendez-vous copro, alors je l'ai fait dans l'ordre. Donc on a Giovanni Monti qui est présent. Donc Giovanni, un petit coucou peut-être parce qu'on n'a pas les noms, je crois. Je vois pas les noms sur les écrans. Donc un petit coucou. Giovanni, donc il est donc directeur d'une société de chauffage, chauffagiste, climatisation, ventilation. Donc il intervient bien sûr au sein des immeubles en copropriété, mais pas que, hein, et il travaille aussi beaucoup avec les professionnels de l'immobilier, les syndics professionnels. Et donc, on verra ensemble quels sont les contrats de maintenance, d'entretien, les contrats annuels qu'on peut mettre en place dans les copropriétés. Et on fera peut-être un petit retour sur la réglementation en vigueur. Ensuite, nous avons Fabrice. Alors, bon, moi, je dis Fabrizio, mais bon, j'aime bien être dans l'authenticité. Fabrice Del Molino, gérant de SPC Service. Alors, donc c'est une société donc qui a pignon sur rue, qui existe depuis 1965, donc ça m'évoque quelque chose et un certain anniversaire. Et donc c'est une société de plomberie, alors locale, hein, donc qui est de quartier, on va dire, spécialisée, qui permet donc à tout à chacun d'entretenir sa plomberie, mais aussi sa couverture. Et donc voilà, c'est aussi une société qui travaille à 90% avec les syndics d'immeubles et les professionnels de l'immobilier, hein. Donc vraiment spécialisé dans la copro. Et on a Jérôme Bazot, directeur régional pour, voilà, coucou Jérôme, pour la société Hydrosonic. Alors ça, c'est aussi très important en copropriété. C'est peut-être un sujet
auxquels on ne pense pas forcément, mais les réseaux d'évacuation, le curage et le détartrage de ces réseaux, donc c'est très important et là, c'est pareil, il y a de l'entretien, il faut être vigilant et c'est une société, qui existe depuis 15 ans, et voilà, qui réalise, bah, toutes les prestations du débouchage, des inspections vidéo, du nettoyage avec, on le verra, une, un procédé aussi assez innovant et on reviendra là-dessus. Voilà, donc ensuite, on continue. Alors, donc voilà, donc je l'ai déjà dit, hein, c'est là maintenant, c'est vraiment important. Ça doit être régulier, ça doit permettre bien sûr d'assurer, tout le temps le bon fonctionnement des équipements et surtout de garantir alors le confort, ça, bon, c'est bien, mais la sécurité des résidents, c'est encore mieux donc là, ce soir, on abordera plutôt le chauffage collectif, plutôt les réseaux, les canalisations, peut-être un peu de VMC, voilà, donc c'est plutôt ça dont on va parler. Alors, monimmeuble.com. Alors, peut-être un petit mot, Gladys. Allez, je te laisse la parole. Oui, bah, du coup, mon immeuble, donc, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, donc c'est un média indépendant dans le domaine de l'immobilier spécialisé dans la copropriété. On existe depuis plus de 20 ans. Il y a plus de 10 000 articles sur le site. On organise à peu près 40 rencontres dans l'année, donc notamment des rencontres comme ce soir en webinaire, que ce soit les ateliers juridiques, nos ateliers compta ou les rendez-vous copro avec vraiment des experts. Voilà, on a plus de 3 500 membres et on a plus de 32 partenaires maintenant. Il y a encore des petits chiffres à mettre à jour en cette rentrée, mais bon, voilà le tableau. Si vous êtes, particulier, copropriétaire, quel que soit votre rôle dans la copro, vous pouvez être intéressé par le club MI+. Donc c'est un abonnement à 57 € pour une année. Il y a aussi l'option de paiement mensuel. C'est un abonnement donc, qui va vous permettre d'avoir accès à des services juridiques, au replay de toutes, nos formations, de nos ateliers compta, de nos ateliers juridiques et également d'avoir accès à des consultations juridiques qui vont se tenir, en octobre. Voilà, donc qui sont des petits rendez-vous avec un avocat, de 20 minutes et qui, sont organisés à peu près tous les 3 mois. Si vous êtes un professionnel, du coup, on a également un club pour les professionnels. Là, il y a une petite nouveauté, pour la rentrée parce que, du coup, tous les clubs Ami Pro sont dans notre guide qui est téléchargeable au format, numérique, et qu'on imprime également à l'occasion d'événements. Mais là, on a mis en place, on va communiquer dessus dans quelques jours, semaines. On a mis en place un annuaire des professionnels, donc toutes les personnes inscrites au club Ami Pro seront également dans cet annuaire et du coup, bah, les copropriétaires qui ont des besoins pourront également retrouver cet annuaire pour contacter les bonnes sociétés. Alors, ils retrouveront les clubs MI Pro et Et évidemment tous évidemment nos les partenaires, hein, tout à bien fait, entendu. je l'ai pas Hein, dit, mais c'est évidemment, bah, important. aussi bien Jérôme, Giovanni et Fabrizio, vous serez, également dans cet annuaire. Pour le programme à venir, donc les prochains rendez-vous copro, on a, du coup le 17 octobre sur comment réduire sa consommation énergétique en copropriété. Donc, pour l'occasion, on a déjà les intervenants, donc on aura 3 sociétés, partenaires également, GRDF, Opéra Énergie et IDEX Services et ensuite, le 28 novembre, on sera sur les petits travaux en copropriété. Je vais vous mettre les liens pour, tout ce qui est pour les abonnements et pour le programme à venir pour que vous puissiez réserver aussi, tout ce qui vous intéresse en fait comme webinaire. En atelier juridique, le prochain, le 15 novembre sur le conseil syndical. Avant, on aura l'atelier compta, pardon, le 12 octobre sur le fait de maîtriser les impayés en copropriété. Et en décembre, pour le coup, on aura 2 ateliers. Donc, on aura un atelier compta sur la vérification des comptes de copropriété et on aura un atelier juridique qui est un peu spécial et qui est un bonus qu'on vous met dans l'année, qui sera sur la généalogie successorale. Ensuite, très important, l'actualité du moment, c'est notre apéro copro 22, qui se tiendra du coup le 10 octobre, bah, en soirée à partir de 18:00, dans les locaux de la FNAIM du Grand Paris, donc dans le 17e. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu passer l'info et vous avez peut-être déjà votre invitation, mais si c'est pas encore le cas, bah, hésitez pas à soit prendre votre invitation gratuite si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner pour venir gratuitement ou alors il y a une petite participation qui est demandée. Voilà, si
vous êtes abonné, que vous avez des difficultés à vous inscrire, vous pouvez également nous contacter par mail ou nous appeler. Ensuite, on sera également présent, ça c'est un petit peu plus tard dans l'année, mais le 8 et le 9 novembre, on sera présent au salon de la copropriété. Donc là, on a mis notre numéro du stand, ce sera le C87. Et je vous ai mis également notre code qui vous permet d'obtenir une invitation gratuite qui est MN23. Pareil, je vais vous remettre tout dans le chat pour que vous ayez toutes les informations. Voilà, si vous avez des questions, vous avez Q et R dans le système de meeting. N'hésitez pas du coup à répondre au sondage et puis à nous envoyer, vous pouvez envoyer des petites réactions si ça vous plaît, si vous êtes content du webinaire. Voilà, pour nous contacter, c'est toujours les mêmes numéros, la même adresse et le même email. Alors, on va revenir sur peut-être, bon, donc la présentation c'est terminé, la petite intro. Gladys va vous mettre tous les liens pour vous inscrire de tout ce qu'elle vous a annoncé. Alors dans la petite bulle, hein, c'est la petite bulle avec le point d'interrogation, hein, c'est ça. Hein, donc c'est là qu'on va retrouver tous ces éléments. Et nous, on va continuer pendant ce temps-là. Alors, je vais m'adresser donc à nos trois intervenants de ce soir et je vais leur demander à chacun de se présenter bien sûr eux-mêmes, mais de présenter aussi leur société. Alors, assez brièvement dans un premier temps, parce qu'on va quand même rentrer dans le détail des solutions et des services de chacun, mais déjà faire un petit tour de table et tour de rôle de qui êtes-vous et que faites-vous sur ce marché de la copropriété. Alors, je vais commencer, parce que c'est toujours pour moi dans l'ordre, c'est plus facile. Donc, je vais commencer par Jérôme Bazot. Et donc, petite présentation succincte de qui je suis et qui est ma société. Bonjour, donc je me présente Jérôme Bazot, je suis le directeur de l'agence Hydrosonique Île-de-France. On est une petite entreprise d'assainissement et le cœur de notre métier, c'est le curage des canalisations d'évacuation dans les copropriétés. Donc nous sommes basés en Seine-et-Marne, à Bailly-Romainvilliers, juste à côté de Disney, et nous intervenons dans toute l'Île-de-France. Et pour info, le siège social se situe dans le sud de la France, à côté de Nice. Et nous avons également une autre agence à Strasbourg. D'accord, ok. Donc ça, c'était succinct. Donc ça reste succinct. C'est parfait. Il va y avoir beaucoup de questions. Oui, il y a des questions, Donc c'est pour ça qu'on prendra le temps en plus pour développer sur les questions. Alors, à la suite, on a Giovanni Monti. Même question. Bonsoir à tous. Donc, Giovanni Monti, je dirige l'entreprise Fulgoni, qui est située à Clichy, en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Nous avons donc une équipe de maintenance, chauffage, climatisation, ventilation, ainsi qu'une équipe travaux pour tout ce qui est rénovation, réhabilitation, réparation. Enfin, voilà. On est 55 personnes. Et on a une clientèle essentiellement de syndics d'immeubles, mais aussi on est dans le domaine hospitalier, tertiaire. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près résumé. Et nous existons depuis 1964. Très bien. Alors, donc on reviendra là-dessus, mais j'ai oublié de vous poser une petite question à chacun. Mais donc, on va demander à Fabrizio Del Molino de se présenter également. Bonjour à tous, Fabrizio Del Molino, je suis gérant de la société SPC depuis 13 ans maintenant, une société, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, qui existe depuis 1965, qui a été une petite société de plomberie de quartier au tout départ et qui aujourd'hui intervient principalement en copropriété. À 90%, notre clientèle est composée de syndics d'immeubles. Aussi bien pour la plomberie que la couverture et qu'une partie d'assainissement. Donc, nous intervenons principalement Paris, proche banlieue. Nous sommes 13, un chiffre porte-bonheur. Donc, voilà. Et nous sommes affiliés à la CAPEB,
c'est très important pour nous d'être affiliés à un syndicat qui nous aide dans des moments compliqués. D'accord, bah, c'est tout à fait juste. Donc en fait, ce que j'avais oublié, c'était de préciser que comme on est quand même un média national et qu'on a des abonnés et des lecteurs et des participants qui viennent de partout en France, pour ce soir, que ce soit pour vos 3 entreprises, vous êtes présents avant tout sur le marché francilien, sur l'Île-de-France et pas au-delà. Hein, ça, faut quand même qu'on le précise. Sauf pour Hydrosonic, qui a un relais dans le sud de la France. Hein, c'est Et bien puis ça. dans l'Est aussi, à Et dans Strasbourg. l'Est, à Strasbourg. Donc ça, c'est important. Et effectivement, voilà, donc Hydrosonic, Est, Sud et Nord. On y est. Donc, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions précises à chacun d'entre eux, vous pouvez vous adresser directement à chaque intervenant. Et si c'est des questions plus générales, n'hésitez pas, ça animera le débat et ça sera encore plus interactif parce que le but, c'est quand même qu'on soit là en discussion, en table ronde et que chacun puisse participer. Donc, le replay, oui, il sera disponible sur YouTube et sur le site monimmeuble.com. Donc, pour ceux qui doivent nous quitter plus tôt, qui ne peuvent pas rester ou qui n'ont pas pu être là ce soir, vous verrez quand même ce qui s'est dit et c'est très important pour nous qu'il y ait une transmission aussi de l'information. Et on continue sur les questions suivantes. Alors, pour les questions suivantes, je voudrais revenir un petit peu sur le contexte du marché de la copropriété, parce que comme vous le savez, la maintenance, l'entretien, comme l'a dit Giovanni, ça concerne pas que les immeubles en copropriété, ça concerne toutes sortes d'immeubles, et des immeubles tertiaires, et des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux, etc., des immeubles institutionnels. Mais justement, sur ce marché de la copropriété, il y a quand même un contexte particulier. Il y a quand même des obligations légales, un encadrement, des règles qu'il faut absolument suivre. Donc, je demanderai peut-être à chacun déjà par rapport à son secteur et par rapport à leur domaine de compétences, de me préciser peut-être quelle est la réglementation qui les contraint parfois ou qui les oblige peut-être à intervenir d'une certaine façon dans les copropriétés. Alors, est-ce que, toujours dans le même ordre, on va continuer comme ça. Est-ce que Jérôme, donc par rapport au réseau d'évacuation, est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, qui sont vraiment réglementées par la loi de la copropriété, le code de la copropriété? Non, il n'y a pas d'obligation légale pour la maintenance des canalisations, et enfin, surtout des réseaux d'évacuation dans les copropriétés. Et donc, en fait, c'est du cas par cas. Les copropriétaires ou les syndics décident ou non de curer les réseaux, mais il n'y a pas d'obligation légale. D'accord. Donc, il n'y a pas forcément de contrats spécifiques qui sont mis en place. Et donc, c'est le syndic et c'est les copropriétaires qui font la démarche peut-être d'eux-mêmes s'ils veulent une maintenance un peu préventive, ou sinon, on est plutôt dans le dépannage du coup. C'est notre rôle en fait de proposer de la maintenance, parce que c'est vrai que les réseaux doivent être entretenus régulièrement si on veut conserver un bon écoulement. Donc c'est notre rôle de conseil auprès des copropriétaires et des syndics. Mais il y a certaines copropriétés où on s'aperçoit qu'il n'y a aucune maintenance et forcément on constate qu'il y a énormément d'engorgement et à répétition.
D'accord. Bon, ça c'est déjà bien, c'est un état des lieux. Donc on s'aperçoit que quand on ne fait pas grand-chose, ben forcément ça se dégrade et qu'on en arrive à des extrêmes où là, on verra que ben, ça peut poser quand même des graves difficultés à la copropriété. Alors Giovanni, j'ai vu quelqu'un arriver là. Donc on a un binôme de l'équipe. C'est ça. Donc petite présentation alors peut-être. Alors je me rappelle plus de ton prénom, Frédéric. j'ai oublié. Frédéric, oui, voilà, c'est ça. Alors petite présentation. Eh ben, écoutez, bonsoir. Je suis responsable maintenance au sein de l'entreprise Fulgoni. Et donc, on assure la maintenance de chaufferies collectives d'immeubles à tout type d'énergie. Donc, D'accord. gaz, PCU. Ça marche. Donc on aura peut-être des questions pour toi alors aussi. Ok, merci. À votre disposition. Ça marche. Giovanni, justement, vous pouvez répondre tous les deux. Hein. Bon, vous êtes là, donc chacun peut répondre, peut apporter un complément de réponse. Donc sur cette question de l'encadrement et de la réglementation, qu'en est-il au niveau des installations de chauffage, voire de climatisation, voire de ventilation et autres? Mais bon, c'est vrai que ça fait un vaste sujet. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect réglementaire. Dans les chaufferies, on est dans des locaux à risque. Donc, on a un aspect réglementaire. On est tenu de faire une certaine vérification, disconnecteur, rendement de combustion. Ça, c'est très réglementé. Donc, nécessité obligatoire de faire une maintenance, d'avoir un contrat de maintenance. Et puis, sur certaines installations, on a aussi les contraintes constructeurs. C'est-à-dire que des installations qui ne sont pas suivies en maintenance, souvent, on peut avoir des soucis de pérennité sur certaines pièces. Et le constructeur peut se dédouaner sur ce sujet s'il voit par exemple qu'il n'y a pas eu de traitement d'eau pour la chaudière ou des choses comme ça. Et troisième point, c'est aussi une question d'assurance. C'est-à-dire que si derrière une chaufferie n'est pas suivie par un contrat de maintenance, les assurances, là aussi, peuvent ne pas dédommager en cas de problème. En cas de sinistre, en cas de problème. Ouais. Voilà. Donc, c'est très réglementé concernant notre profession. Donc quand on se préoccupe des contrats, donc on verra par la suite. Donc c'est très important justement de savoir quelles sont les clauses, comment on est protégé, qu'est-ce que ça couvre, qu'est-ce que ça comporte, pour pas avoir de surprise ou de mauvaise surprise à l'arrivée. Si justement les assurances disent nous c'est pas notre sort, c'est pas compris, c'était pas dans les clauses, etc. Donc on reviendra là-dessus, mais c'est très important. Peut-être un petit complément, Frédéric, ou pas, ou c'est bon? Je pense que tous les aspects ont été balayés. Effectivement, il y a de toute façon, il y a une obligation d'entretien qui existe pour toutes les chaudières de 4 à 400 kW. Hein, et puis, bon, forcément, au-delà, bien entendu, évidemment. Donc, il faut se référer à ça. Donc, ça décrète le minimum syndical qu'il faille faire sur une chaufferie. Donc, ce qui déclenche l'obligation d'entretien. Voilà. Alors, donc on va poser la question également à Fabrizio, et après je vois qu'il y a déjà quelques petites questions par rapport à ça. Hein. Donc on va voir si on peut y répondre. Donc Fabrizio, même demande. Il n'y a pas d'obligation en plomberie pure, il n'y a pas d'obligation légale sur des interventions, des contrats d'entretien, sur les éléments de plomberie. Mais on s'aperçoit, comme disait Jérôme, que on intervient ponctuellement quand il est nécessaire d'intervenir et qu'il est parfois trop tard. Je parle des organes que l'on connaît tous dans les sous-sols d'immeubles, c'est-à-dire les vannes d'arrêt, des organes qui ne sont pas manipulés, qui ne sont pas entretenus, qui ne sont pas vérifiés. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'obligation légale,
Mais c'est un point qu'on essaye de soulever quand même auprès des copropriétés en leur préconisant une visite de temps en temps. Alors, s'ils ne veulent pas passer par un professionnel, qu'ils le fassent par eux-mêmes, s'ils souhaitent, s'ils ne veulent pas courir auprès des professionnels. Mais c'est vrai que surtout les installations en sous-sol, en partie commune, qui ne sont jamais vérifiées, où les gens vont très peu, au final, en cave, elles sont laissées un petit peu à l'abandon et c'est tout de suite quand on est devant une situation un peu critique qu'on en a besoin, qui malheureusement ne fonctionne pas. Exactement, exactement. C'est bien de le rappeler. Donc, alors, les quelques questions qu'on a. Alors, pour la VMC, existe-t-il des contraintes réglementaires? Où les trouver? Quels conseils pour la reprise en main d'une installation 3 immeubles de 19 appartements? Alors là, c'est vraiment très, très précis comme demande. Alors, c'est sur la VMC. Alors, on a parlé des installations de chauffage, mais est-ce que sur la VMC, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a aussi des contraintes réglementaires? Frédéric? Alors, Je vous laisse répondre, allez-y. vous renvoyez pas la balle, surtout. Hein. Il y a, bien sûr qu'il y a déjà normalement il y a une réglementation qui nous impose un nettoyage des gaines tous les 5 ans. Le problème, c'est que ça, c'est vraiment le parent pauvre dans un bâtiment, dans une copropriété. La VMC est souvent un peu oubliée. Or, le problème, c'est que d'abord, il y a un encrassement régulier de la VMC. Donc, il est conseillé, fortement conseillé, d'avoir un contrat de maintenance. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce que le caisson, si tu es en toiture ou dans les comptes, tout dépend de la configuration, les pales de ventilateur se chargent de poussière puisqu'on aspire dans les pièces humides l'air ambiant. Et ce qui se passe, c'est qu'on se charge de poussière, le ventilateur s'alourdit et souvent, soit l'axe du moteur, soit la courroie lâche. Donc voilà, c'est un vrai problème. Donc il est conseillé d'avoir un contrat de maintenance et l'obligation, c'est le nettoyage des réseaux. Donc c'est lié à ces 2 aspects. Très bien. Alors, deuxième question qu'on nous a posée, c'était directement pour Hydrosonic. Donc, vous pouvez répondre aussi, hein, si vous voyez des questions qui vous concernent directement, vous pouvez répondre. Il y a un petit bouton répondre. Donc, est-ce que vous voyez les questions? Vous les voyez bien, les questions qui sont dans le QR? Oui. Hein, vous les voyez, d'accord, donc ça c'est bien. Donc là, on a une question pour Hydrosonic, donc, qui nous demande en plus du curage, faites-vous de la réparation de collecteurs enterrés par chemisage, par exemple? Voilà, question. Alors, nous, directement, non. On fait que du curage, du débouchage, mais on travaille en partenariat avec une société. Hein. Je peux peut-être la nommer. Bah, bien sûr, allons-y. Oui, donc c'est la société Nuflo, avec qui on travaille en partenariat et c'est une société qui est spécialisée justement dans le chemisage. Donc en fait, on travaille vraiment, on est complémentaires parce que pour réaliser un chemisage dans une canalisation, il faut qu'elle soit parfaitement propre. Donc nous, on intervient en amont, c'est-à-dire qu'on cure la canalisation qui présente alors soit des fissures ou une cassure ou des défauts. Et dans la foulée, une fois qu'on a fini, la société Nuflo intervient pour chemiser. Voilà. Et une fois que le chemisage est réalisé, en fait, on retrouve une canalisation propre et surtout en bon état. Et le chemisage, le gros avantage, c'est que ça évite beaucoup de travaux. Là, si on parle d'une canalisation enterrée, ça évite de creuser, de déterrer la partie endommagée. Quand également on peut chemiser aussi des colonnes dans des logements, ça évite de casser souvent des coffrages dans des salles de bain, dans des cuisines, et donc avec un coût quelquefois moins important que le remplacement des canalisations. D'accord, très bien. Alors, on nous parle aussi de préconisations pour les ballons d'eau chaude collective.
ça, c'est peut-être… Est-ce que vous voulez répondre? Bon, sinon, vous pouvez répondre directement dans le chat, hein, si vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'on peut préciser la question? Bah oui, on peut demander. Alors, qui a posé cette question? C'est Gérard, hein, Gérard Castiel. Donc, on peut lui demander de préciser la question. On peut lui demander ça. Donc, voilà, s'il peut nous préciser sa question. Donc, on va continuer maintenant. Et donc, on va à chacun, je vais demander un petit peu dans son domaine. Hein, je vais demander quels sont peut-être les points importants, les points cruciaux que l'on va peut-être amener à vérifier pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement. Alors, si c'est le chauffage, ça sera le chauffage ou la chaudière. Si c'est si c'est la plomberie, ça sera plutôt une question ça sera plutôt le système de plomberie qui sera concerné, et sinon ça sera plutôt les canalisations, quoi. Voilà, donc quels sont les points importants peut-être pour chacun à vérifier? Voilà, on y va, Jérôme, c'est en tête de liste. Toujours en tête. C'est comme ça que ça s'est mis en place, donc allez, hop, on continue. Alors, c'est vrai que nous, on a souvent des demandes en fait, de copropriétaires ou de syndics hein, qui veulent savoir un petit peu l'état de leur réseau d'évacuation. Donc, c'est très difficile pour un copropriétaire d'avoir une idée précise de l'état des canalisations. Ce qu'on préconise à chaque fois, c'est de faire un passage caméra. Donc, ça consiste en fait, on a une caméra qui en fait, qu'on passe dans les colonnes, et ça permet de déterminer le taux d'encrassement des canalisations. Donc, c'est une opération qu'on fait fréquemment parce que ça permet à la fois de détecter quelquefois des gros problèmes, des fissures ou des cassures, mais en règle générale, avec le rapport qu'on fournit suite à cette inspection, on a des vidéos, on a des photos, et lors d'une assemblée générale, on peut facilement expliquer que les canalisations sont suffisamment encrassées pour envisager une opération de curage. Donc, les points vraiment qu'on contrôle, c'est l'encrassement des canalisations grâce à ces inspections vidéo. Ah oui, c'est très précis, ouais, je comprends tout à fait, c'est clair. Donc, il faut voir le niveau d'encrassement pour savoir si on doit intervenir ou si c'est nécessaire de faire d'apporter… Quelquefois, quand je vais faire des relevés, on me dit ça n'a jamais été curé depuis 30 ans. Bon, dans ces cas-là, en général, on préconise directement le curage parce qu'on sait très bien qu'au bout de tant d'années, les canalisations sont très encrassées. Bon, évidemment, là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans les investigations. Alors, pour Giovanni, les points cruciaux à contrôler, à vérifier, si on va faire un petit contrôle voir si tout va bien dans la chaufferie, les installations, qu'est-ce qu'on va regarder? Quels sont les points qu'on va contrôler? Ils sont nombreux, les points en chaufferie. Hein. Ouais, c'est ça. On a le générateur déjà, la chaudière en elle-même. On a l'état du réseau. On revient un peu sur les canalisations de plomberie, c'est-à-dire que du générateur jusqu'au radiateur, il y a un réseau qui peut être emboué. Donc, par conséquent, ça peut être aussi quelque chose d'important à vérifier. C'est pour ça qu'on met en place maintenant de plus en plus des systèmes de traitement d'eau pour éviter la formation de boue, parce que la boue, qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle rentre dans la chaudière, au contact de la chaleur, elle se solidifie, elle devient comme du tartre, et à ce moment-là, elle peut casser des éléments des corps de chauffe. Donc ça, c'est un point assez important. Après, on sait qu'une chaufferie, c'est composé de pompes, de différents appareils, production d'eau chaude, échangeur à plaques. Donc voilà, il y a tout un dispositif qui nécessite une surveillance, d'où l'importance du contrat de maintenance. C'est-à-dire que
plutôt que de faire du curatif, le contrat de maintenance va permettre de faire du préventif, de donner l'alerte quand un matériel s'use, qui est en voie de casser, de rupture ou autre. Eh bien, le technicien est à même de le voir. On évoquera peut-être aussi le fait qu'on peut voir ces systèmes-là maintenant à distance. Donc, voilà, autant d'éléments dans nos installations qui sont importants. Je pense aussi au robinet de radiateur. Beaucoup délaissent cette pièce. En fait, le robinet de radiateur peut permettre de bien fonctionner ou non. Quand ils sont thermostatiques, c'est encore plus complexe aussi, plus fragile. Donc voilà. Donc dans nos installations, ça reste quand même, il y a plusieurs points cruciaux. Tout à fait. Eric veut rajouter quelque chose, peut-être? Non, je crois que tout a été dit, effectivement. La maintenance, qui dit maintenance préventive, effectivement, c'est d'assurer les meilleurs rendements de combustion des machines possibles, et puis aussi de prévenir l'embouage, l'entartrage, la corrosion des installations. Donc tout ça, ça se fait par un suivi, parce qu'on le détecte assez vite. On a une perte d'échange thermique, soit sur une chaudière, soit sur un échangeur à plaque, quand il commence à montrer les signes. Et c'est là le but de la maintenance, c'est effectivement d'alerter et d'agir avant qu'il ne soit trop tard, qu'on passe sur des solutions curatives. Très bien. Fabricio, alors, qu'est-ce qu'on va contrôler? Qu'est-ce qu'on regarde? En plomberie, c'est un peu moins, on va dire, technique que le chauffage. C'est-à-dire que les éléments que nous allons avoir, que nous allons retrouver, ce sont surtout des éléments qui se trouvent, comme je disais tout à l'heure, dans les sous-sols d'immeubles, dans les caves, qui permettent à réguler, à arrêter l'eau, à arrêter la circulation d'eau, c'est-à-dire les vannes d'arrêt surtout. Comme je disais tout à l'heure, la plupart des vannes que nous les changeons parce que nous sommes sur une intervention ponctuelle et non pas préventive. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens s'aperçoivent au dernier moment que la vanne de pied de colonne ou la vanne générale ne fonctionne pas et nous intervenons justement à ce moment-là pour la remplacer à la demande du syndic et de la copropriété. Et c'est vrai que nous attirons quand même l'attention aux copropriétaires. Nous leur demandons de descendre fréquemment dans les caves, même s'ils n'ont pas envie, même si l'état des caves est un peu parfois délabré. Mais il est important justement de faire une visite périodique, de regarder les tuyaux, de regarder leur état, de regarder les vannes d'arrêt, de les manœuvrer, de regarder s'il existe un réducteur de pression, de suivre la pression d'eau en amont et en aval, de voir un petit peu dans quel état se trouvent toutes ces installations-là. Comme on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est vrai que les visites de contrôle, si elles ne sont pas faites par un professionnel, elles peuvent être tout à fait faites par des copropriétaires qui peuvent descendre de temps en temps dans les caves et puis s'assurer du bon fonctionnement de tous ces éléments-là. D'accord. Alors maintenant, je vais vous demander à chacun peut-être de revenir un petit peu sur vos solutions, vos prestations, les contrats que vous proposez, que vous mettez en place pour les copropriétés. Donc, on va être un petit peu dans le cœur du sujet. Donc on va commencer par toujours par Jérôme. Mais oui, Jérôme. Allez, on y va. Toujours par Jérôme. Alors, nous, le cœur de notre métier, c'est le curage des réseaux d'évacuation. On propose également des prestations de débouchage, d'inspection vidéo. Le but, en fait, c'est, lorsqu'on intervient, c'est, en règle générale, c'est de curer l'ensemble du réseau d'une copropriété, de pouvoir extraire, désagréger des canalisations, tout le tartre qu'on peut y trouver, toutes les matières graisseuses également, et de retrouver un réseau avec son diamètre d'origine. Et donc, à partir du moment où on a fini le chantier, on retrouve un bon écoulement et donc beaucoup moins de problèmes. Alors, là, on est sur le sujet, c'est vrai, de la maintenance des équipements en copropriété.
On propose en fait deux formules. On propose soit un devis, une prestation ponctuelle, c'est-à-dire un devis pour curer toutes les canalisations, que ce soit verticales, horizontales, dans une copropriété, ou un contrat de maintenance sur 3 ans. Et en fait, le contrat de maintenance, la première année, on réalise le curage de l'ensemble des canalisations, et les 2 années suivantes, on fait l'entretien des parties horizontales. Alors pourquoi uniquement les parties horizontales? Parce que c'est quand même les parties qui ont tendance à s'encrasser le plus. Et on sait très bien, nous, lorsqu'on a réalisé un curage d'une canalisation verticale, l'année suivante, elle est relativement propre, elle ne s'encrasse pas aussi vite. Et donc, les 2 années suivantes, on fait cet entretien de toutes les parties horizontales. Et souvent, ça permet à la fois de déceler, de prévenir des engorgements, parce que même quelquefois, la 2e ou la 3e année, il n'est pas rare de retrouver des objets qui n'ont rien à faire dans ces réseaux, des serpillères, des lingettes. Et donc, ça nous permet de les extraire avant que des engorgements se produisent. Et puis, la maintenance, ça a aussi cet avantage. Alors, je vais parler uniquement pour les réseaux qui sont en fonte. C'est qu'un réseau en fonte qui est entretenu régulièrement va se désagréger beaucoup moins vite qu'un réseau qui est laissé sans entretien. Et donc, dans une copropriété, un réseau qui est entretenu va se corroder beaucoup moins qu'un réseau qui est laissé sans entretien. Et vous aurez un meilleur écoulement sur la longévité. D'accord. Juste encore une petite question, Jérôme. Donc, quand vous intervenez, est-ce qu'il y a une garantie de l'ouvrage? C'est-à-dire que est-ce que on est tranquille pendant un certain temps et si jamais ce n'est pas le cas, vous engagez à revenir? Comment ça se passe? Le contrat d'entretien, c'est effectivement, ça permet d'avoir cette garantie. C'est-à-dire que pendant les 3 années, vous avez une garantie de bon écoulement. Alors, sauf, cette garantie ne fonctionne pas, sauf si on retrouve un corps étranger au moment d'une intervention de débouchage, par exemple. Parce que là, on n'est pas responsable. Mais sinon, ça vous permet d'avoir une garantie sur les 3 années. D'accord. Alors juste, il y a une petite question qui vient d'arriver. Dans un bâtiment ancien, comment assurer le curage sans détériorer une canalisation en grès? Je ne sais pas si ça fera partie d'une autre question, mais notre procédé, en fait, nous permet de curer tout type de canalisation, même des canalisations en fonte qui peuvent être assez détériorées ou très corrodées, et notamment le grès, on est capable de le curer. Grâce à notre procédé qui est un procédé de curage doux, on n'est pas en haute pression et donc on est capable de curer à 100% n'importe quel type de canalisation. Donc c'est possible. Exactement. Donc on a répondu, mais on reviendra sur le procédé qui demande un petit peu quelques explications. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, on va donner la parole maintenant. Hop, on va réactiver le micro. On va redonner la parole à Giovanni. Donc, alors là, on peut développer un petit peu parce que on va rappeler quand même un petit peu les différents types de contrats de maintenance qu'on a et ce que vous préconisez ou vous proposez peut-être aux copropriétés. Alors, vous avez plusieurs types de contrats. Vous avez le contrat, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, P1, qui est la gestion de l'énergie, c'est-à-dire que l'exploitant a la possibilité de gérer l'énergie et l'achat de l'énergie pour l'immeuble. Le deuxième contrat, c'est ce qu'on appelle un P2, c'est un contrat de maintenance, d'entretien, ramenage, nettoyage des installations. Souvent, le contrat P2 est un contrat annuel, renouvelable par tacite reconduction, mais il peut aussi prendre la forme d'un contrat de durée de 3 à 5 ans éventuellement. Vous avez le contrat P3
qui est un contrat de garantie totale, qui lui est obligatoirement associé aux deux premiers contrats, P2, P2 plus P3, ou P1, P2, P3. C'est-à-dire que là, c'est un contrat de durée obligatoire. Alors, il en existe de 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Voilà, grosso modo. Là, ce contrat-là, il a la particularité de laisser à l'entreprise, à la maintenance, la gestion de tout le matériel en chaufferie. C'est-à-dire que s'il y a une casse quelconque, il n'y a pas besoin d'établir un devis à la copropriété, c'est l'exploitant qui prend en charge le remplacement de cette pièce. Alors c'est vrai que ce contrat-là est souvent un peu coûteux, mais l'avantage c'est que la copropriété lisse sa dépense sur toute l'année, sur les années suivantes, donc il connaît à peu près le budget, quoi qu'il arrive, même si une chaudière casse, mais au moins il est rassuré de ce côté-là. Voilà les trois grands axes de contrat. Alors il y a aussi un contrat dit P4, mais ça c'est du financement pur quand on rénove une chaufferie. Maintenant, nous, on y a ajouté un petit sujet supplémentaire qui est le P2 Connect, c'est-à-dire que d'avoir la gestion de la chaufferie à distance. Je peux peut-être dire un mot sur la connectivité, c'est-à-dire que compte tenu aujourd'hui de l'incidence météorologique que peut avoir la météo sur nos installations, et on sait que la météo est très variable dans nos régions, donc elle peut influencer la consommation d'énergie. Donc, gérer cette météo, gérer également des déplacements coûteux et compliqués, notamment dans les grandes villes, avoir une réactivité meilleure, eh bien, l'idée, c'était d'avoir une surveillance à distance de la chaufferie. Soit obtenir des alertes parce qu'il y a une incidence quelque part. Quelle est cette incidence? Et le technicien, quand il visualise via une page web, il peut parfaitement définir quel est l'objet défaillant. Alors, soit il peut le résoudre à distance ou pas. Mais en tout cas, il est informé de la pièce défaillante. Et puis également, ça permet de faire des modifications très rapides sur les courbes de chauffe, sur la mise en place d'un matériel, enfin, le déclenchement d'un matériel auxiliaire. Donc, autant d'éléments qui permettent d'être plus réactifs et donc de mieux maîtriser le coût énergétique. Donc, c'est vraiment pour moi, il faut envisager le contrat d'entretien non plus comme on le voyait dans le temps, c'est-à-dire le technicien passait une fois par mois, il faisait son analyse et il repartait. Aujourd'hui, c'est vraiment une gestion au quotidien qu'on doit avoir de vos installations, compte tenu du coût de l'énergie, compte tenu de tous ces facteurs qui sont un peu perturbants aujourd'hui pour gérer au mieux une installation. Et je ne vous parle pas des Jeux Olympiques de 2024 qui vont encore plus nous perturber dans la circulation. Exactement, oui, c'est vrai qu'il faut trouver des procédés maintenant pour économiser en temps et pour faire économiser aux copropriétés le coût des déplacements des artisans. Mais parfois, il faut quand même y aller sur place. Hein, donc voilà. Oui. Mais voilà, c'est quand même, voilà, ça reste quand même une nécessité, mais on peut faire, on peut éviter certains déplacements si on a justement ces alertes et ces contrôles, ou même être averti et devancer aussi ces déplacements si on peut le faire sans être précipité dans l'urgence. Est-ce que Eric voulait rajouter un petit mot ou peut-être là-dessus quelque chose? Non, je crois que tout a été dit. Effectivement, le fait d'avoir des installations connectées aujourd'hui, ça amène beaucoup de souplesse hein, et aux usagers et à l'exploitant. Et puis, ça permet, qui dit connecté, dit aussi qu'on peut rajouter des options. Aujourd'hui, on peut avoir les prévisions météo à 6 heures ou 8 heures et on peut anticiper une hausse ou une baisse et adapter les réglages de la chaufferie, ce qui permet de faire aussi des économies. Donc, c'est aussi un autre avantage de la connectivité. Voilà. Mais je crois que tout a été dit, sinon, concernant les différents contrats.
Ah oui, ça c'est vrai, mais bon, de toute façon, c'est important de revenir dessus régulièrement parce qu'on nous pose encore et encore toujours cette question de la différence entre ces différents contrats. C'est toujours un sujet. Alors, merci Eric. Alors, pour Fabrizio, je lui donne la parole. Hop, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de contrat? Qu'est-ce qu'on peut proposer aux copropriétés? Est-ce qu'il y a des solutions comme ça un peu clés en main? Est-ce qu'il y a des formules intéressantes qu'on peut leur soumettre? Bah, disons que dans un premier temps, on aime bien faire un audit, avant de proposer un contrat, un audit de l'immeuble, un audit de l'installation, une visite globale de l'immeuble, voir un petit peu dans quel état il est, comment se passent les installations, comment elles fonctionnent, comment elles sont distribuées, pour nous donner une vision un peu globale de tout ça et savoir ce qu'on peut proposer à cette copropriété. Ensuite, il y a plusieurs types de contrats. C'est soit un contrat, on va dire, assez classique, où nous allons intervenir surtout sur les parties communes, c'est-à-dire vérifier, comme je disais tout à l'heure, les vannes en pied de colonne, les réducteurs de pression, visualiser le cheminement des canalisations, voir s'il n'y a pas des fuites à droite ou à gauche, voir ce qui peut être amélioré, surtout sur les jonctions, surtout sur les raccords, pour éviter des fuites dans le futur, c'est-à-dire supprimer les raccords à joints et mettre des raccords à souder, améliorer un petit peu l'installation. Et ça, on va cheminer cette visite au niveau des parties communes qui cheminent aussi dans les logements. Parce qu'il faut savoir que la plupart des colonnes montantes et descendantes passent dans les logements. Donc, nous sommes amenés à visiter les logements, à visiter les robinets d'arrêt, visiter les évacuations, les descentes, voir leur état général en partie extérieure, voir dans quel état elles sont, s'il n'y a pas de traces de rouille, s'il n'y a pas de traces d'infiltration proprement dite. Donc ça, c'est un premier contrat qu'on peut proposer, c'est-à-dire une globalité des parties communes. Ensuite, on peut aller pousser encore le contrat un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va permettre au syndic d'être à la page et de connaître un peu l'installation dans les logements, côté privatif. C'est-à-dire pour éviter les dégâts des eaux futures, tout ce qui peut être fuite dans le futur, on peut faire des visites un peu plus complémentaires, aussi bien dans les logements, à titre privatif, regarder les appareils sanitaires, regarder les distributions d'eau, les ballons d'eau chaude, voir un petit peu les installations, ce qui peut être amélioré à titre privatif. Et c'est surtout, ça va nous permettre de rédiger un rapport qui va être transmis au syndic et qui va donner lieu à, du syndic aux copropriétaires concernés, une petite lettre d'information leur disant voilà, il a été vu et il a été dit que telle ou telle chose ou tel élément est à revoir. Nous vous préconisons de le faire et de vous rapprocher d'un plombier pour le faire. Ce qui va juste entraîner une réparation et une anticipation surtout pour éviter un dégât des eaux trop important par la suite. D'accord. Donc, on a répondu à la question. On a répondu à la question. Bon, voilà, je vois que c'est bien. Je vois que Giovanni répond. Et donc, n'hésitez pas à répondre. Il y a quelques petites questions là, comme ça, dans les questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à, si vous pouvez, si ça vous concerne, à répondre. Ça sera pas mal. Donc, on va continuer. Et alors moi j'avais, d'ailleurs je crois que la question a été posée parfois, mais bon vous y avez peut-être répondu les uns les autres, mais bon c'est pas grave, on peut quand même la reposer. À quelle fréquence recommandez-vous d'effectuer les contrôles et les entretiens? Parce que j'ai vu une question, voilà, les relevés, ça se fait tous les combien, etc. Donc, il y a quand même toujours cette idée de la fréquence, tous les combien. Bon. Donc, si on demande à Jérôme, il n'y a pas forcément de régularité, il n'y a pas forcément de fréquence sur vos interventions, Jérôme. Alors nous, ce qu'on préconise, alors vraiment, en règle générale, c'est un curage tous les 10 ans. D'accord, mais tous les 10 bon, ans. c'est une préconisation qu'on doit prendre quand même dans le détail.
je vais prendre 2 exemples concrets, vous allez tout de suite comprendre. On intervient sur des tours IGH, donc des immeubles de grande hauteur qui font 30 étages, par exemple dans le 13e arrondissement, le long du périph', sur des canalisations qui font au diamètre 120, 150. Donc, quand vous avez 30 cuisines, 30 salles de bain qui se déversent dans la même colonne, ça s'encrasse 10 fois plus vite. Et donc, la préconisation de dire un curage est nécessaire tous les 10 ans, bon, bah là, elle passe à 4-5 ans pour ces tours. À l'inverse, vous êtes sur une petite copropriété qui fait 4-5 étages, qui est très bien entretenue. Et dans ce cas-là, on peut très bien envisager un curage même au-delà d'une dizaine d'années, sans problème. Mais on en revient toujours à la même. Si à un moment donné, vous voulez être certain de mettre votre budget dans cette opération de curage, rien n'empêche les copropriétaires ou les syndics de faire un petit passage caméra et ça permet de confirmer ou non si cette opération de curage est nécessaire. Ok, parfait. Donc, on va demander, Giovanni. Voilà, donc je crois qu'on avait plus ou moins répondu déjà à la question, mais bon, voilà. On va. Donc Nous, là, c'est réglementé, donc voilà. bien sûr, c'est à chacun de choisir le nombre de visites, mais il faut savoir que si on veut faire du préventif, il faut suivre régulièrement les installations. Alors, si elle est connectée, elle est visible quotidiennement, donc là, il n'y a pas de souci. Si c'est un contrat classique, ben, il faut respecter les visites. 8 visites par an quand c'est que du chauffage seul, 12 visites quand on a de l'eau chaude sanitaire. Donc ça, c'est vraiment très réglementé et c'est à respecter pour vraiment faire du préventif. Sinon, on tombe dans le curatif et ça a un coût supplémentaire parce que des pièces cassent, parce que voilà, c'est… D'accord. Donc, de toute façon, là, il faut suivre ce qui a été préconisé par la loi, hein, qui impose ça, et donc c'est pas pour rien. Donc voilà, si c'est ça qu'il faut faire, eh ben il faut surtout respecter les délais. Et pour Fabrizio, bah, donc la question c'était la fréquence. Donc on a plus ou moins répondu aussi. Hein, je pense que bon, voilà, juste peut-être un petit mot à rajouter, mais bon, je vais juste réactiver le son. Bah, la fréquence, comme disait Giovanni, ça dépend des installations, mais généralement, en contrat d'entretien, on est sur une visite annuelle, ce qui nous permet de prévoir et puis d'être… voilà, une visite annuelle, en moyenne, c'est une bonne fréquence. D'accord, très bien. Alors, on va prolonger peut-être sur les… Oui, parce que souvent, bon, on a parlé beaucoup du préventif, d'anticiper les problèmes, de faire de l'entretien régulier, etc. Mais malheureusement, ça arrive qu'on soit dans des situations d'urgence et de dépannage. Donc, je voulais vous demander aux uns et aux autres comment vous allez pouvoir gérer des interventions en cas de dépannage. Alors, le dépannage, c'est toujours urgent, mais bon, donc c'est un peu naze de dire dépannage urgent, mais voilà, en cas de dépannage. Est-ce qu'on peut vous appeler? Est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous avez peut-être un service dédié au dépannage? Est-ce que vous avez une proposition spécifique pour les copropriétés? Donc, je vous pose la question à chacun d'entre vous. Donc, on va commencer par Jérôme. Est-ce qu'il y a un service spécifique dépannage? On a un service exploitation donc, avec un bureau qui est ouvert toute la journée. Et en plus, on a un service d'astreinte, enfin un numéro d'astreinte avec une équipe d'astreinte qui permet d'intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, si un copropriétaire ou un syndic rencontre un problème d'engorgement, ils ont notre numéro, ils peuvent nous appeler. Et si c'est en journée, c'est nous qui allons
envoyer une équipe le plus rapidement possible pour déboucher. Et si c'est au-delà des ouvertures du bureau, en fait, la personne tombe directement sur le technicien qui est d'astreinte et c'est lui qui va aller directement sur les lieux en donnant toutes les informations aux copropriétaires, l'heure d'arrivée, enfin voilà, parce qu'il a un GPS, donc il sait exactement à l'heure qu'il va arriver. Et ces interventions-là, donc, sont vraiment complémentaires à notre métier de curage, hein, parce que et c'est souvent une intervention de débouchage qui se termine par un chantier de curage. Ok. C'est très important de préciser tout ça. Je pense que voilà, on a besoin de savoir qu'on a une sécurité et que à tout moment, même si c'est en dehors des heures de bureau, il y a quelqu'un qui répond et qui peut intervenir et se déplacer au plus vite. Merci Jérôme. Alors pour tac tac. Pour Giovanni, alors est-ce que vous avez mis quelque chose en place? Oui, comme toute société de service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jour férié inclus. Voilà. La seule chose que je pourrais peut-être préciser, c'est qu'il faut être quand même extrêmement vigilant sur ce qu'on appelle l'urgence. Parce que je pense que cette notion aujourd'hui, on a l'impression que tout est urgent. Mais derrière, il y a une infrastructure, il y a des coûts. Donc, il y a des choses qu'on peut gérer par téléphone en expliquant parfois aux clients, aux locataires, aux copropriétaires, comment peut-être atténuer une fuite ou mettre un provisoire ou quelle est l'importance de cette fuite, peu importe. Il est important d'être extrêmement précis quand on fait appel à l'astreinte. Parce que le problème, c'est que si nous déterminons que ce n'est pas vraiment une urgence, il y aura une facturation qui ne sera pas négligeable, qui sera peut-être à 50%, à 100%, tout dépendra des horaires et des jours. Donc, j'attire quand même l'attention sur ce qu'est le service 24 heures sur 24. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Il faut vraiment que ça soit pertinent parce qu'il y a un surcoût et il faut s'y attendre. Hein, on est d'accord. Voilà. Alors, Fabrizio. Nous, c'est un peu pareil. Je rejoins Giovanni, c'est-à-dire que nous avons un service, mais qui n'est pas du 24 heures sur 24, puisque on travaille dans l'urgence quasiment toute la journée, donc on est capable de répondre dans la journée aux interventions urgentes. Après, comme beaucoup, nous avons un technicien qui possède un téléphone portable et qui s'occupe des astreintes. Mais comme on le disait tout à l'heure, qui s'occupe des astreintes, si vraiment il y a besoin d'avoir une intervention, c'est-à-dire qu'en amont, il va y avoir un vrai travail d'analyse qui va être fait en posant certaines questions aux copropriétaires, d'où vient la fuite, comment elle se produit, où elle coule, et si jamais, est-ce qu'on peut l'arrêter au moins pour la nuit, et puis y intervenir tôt le matin, vers 7h30, 8h, avant que les gens partent au travail. Donc c'est vrai que le travail d'analyse déjà est très important pour justement pallier à cette urgence, et puis calmer un petit peu les copropriétaires qui seraient un petit peu dans la panique. Quand on voit de l'eau couler, quand on voit les infiltrations, on est toujours un petit peu embêté, on ne sait pas d'où ça vient, on veut intervenir, mais souvent ce sont dans des appartements où les gens ne sont pas encore entrés de leur travail, les gens ne sont pas là, ils sont en vacances, ils sont partis en week-end. Donc c'est pour ça qu'on veut analyser avant d'envoyer notre service d'astreinte sur le site. D'accord. Oui, là d'ailleurs, on a un petit témoignage. Hein, c'est Bruno Puzzol qui nous dit qu'effectivement, voilà, en tant que copropriétaire présent dans les lieux, quand il a constaté qu'il y avait eu une fuite, il a pu actionner la vanne ECS correspondante, ce qui a réduit fortement les dégâts des eaux aux étages inférieurs et l'eau descendait par la gaine technique. Voilà, donc il a pris l'initiative, il est allé voir, il a regardé, il était sur place, et puis il a arrêté il a arrêté la fuite quelque part. Hein, ça s'est arrêté. Après c'est pas réparé, hein, mais il faut. Mais ça peut faire gagner un petit peu de temps. Exactement.
Et Tout puis, à fait. ça évite certains dégâts parce que ça va vite, hein, ça dégrade vite. Hein. L'eau, c'est terrible. Voilà. Donc, bah, bravo Bruno, très bien. Bonne réaction, bien réagi. Voilà, il faudrait plus de voisins comme ça. Hein, ça serait pas mal dans les copros. Ensuite, bon bah Eric, il peut intervenir quand il veut, hein, mais j'ose plus lui poser de questions parce qu'à chaque fois il me dit qu'il faut pas hésiter. Pas, Hein. je le ferai si besoin, hein, vous inquiétez pas. Voilà, non, voilà, je sais qu'il est là et à tout moment il peut intervenir. Alors qu'est-ce qu'on va continuer. Alors bon, on a parlé un petit peu des innovations pour chacun, surtout pour certains. On va revenir un petit peu quand même sur le procédé d'hydrosonique parce que je pense que ça vaut le coup quand même que vous en sachiez un peu plus puisque c'est quand même un procédé unique. Et on reviendra aussi avec Giovanni sur les nouvelles technologies, l'innovation, parce qu'il nous a parlé hein, du pilotage à distance. Mais voilà, on pourra encore en dire un petit mot. Donc Jérôme, alors ce procédé, comment ça marche? Moi, je dis toujours que ça utilise les ultrasons, mais voilà, pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, je comprends que ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais essayer de résumer, de faire quelque chose d'assez simple pour expliquer, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. En fait, notre procédé, c'est un procédé de curage avec une méthode douce qui ne détériore pas les canalisations. Alors, je parle surtout des fontes, hein, parce que c'est vrai que curer des canalisations en PVC, ça pose pas de problème. Hein. Mais là où ça peut poser des problèmes, c'est quand on rencontre des canalisations en fonte qui sont corrodées, qui sont dans un état assez vétuste, ou la question tout à l'heure d'un participant là, qui demandait pour du grès, donc du grès, c'est assez fragile. Donc notre méthode, en fait, nous permet de curer à 100% toutes ces canalisations et sans les dégrader et sans les détériorer. Enfin voilà, on ne cause pas de dégâts au moment du curage. Alors pour vous expliquer, pour faire la différence entre un curage classique haute pression et notre méthode, ces deux méthodes hydrodynamiques, c'est-à-dire que les deux méthodes utilisent de l'eau sous pression, mais c'est la mise en œuvre qui va être différente. Un curage classique haute pression, vous avez une quantité d'eau importante au moment du curage avec une pression de 300-400 bars. Voilà. Donc ça met un petit peu les canalisations sous pression. À la différence, nous, on utilise des buses avec des trous vraiment extrêmement fins, c'est vraiment plus fin qu'une aiguille. Et dans nos véhicules, on a des groupes pompes qui sont capables de développer jusqu'à 800 bars de pression. Donc en fait, ces deux effets combinés fait qu'on obtient des jets extrêmement fins avec une quantité d'eau très réduite au moment du curage. Et ces jets sont suffisamment puissants, du fait qu'on ait quand même 800 bars au départ, pour désagréger tout le tartre et toutes les matières graisseuses qui se trouvent dans les canalisations. Et donc, on est capable de curer tout type de canalisation à 100%. Et lorsqu'on a fini le curage, nos techniciens travaillent toujours en permanence avec une caméra pour contrôler ce qu'ils font. Et une fois que la canalisation elle est curée, qu'elle est propre et que le technicien a vérifié avec sa caméra, on fait un enregistrement et cet enregistrement, on le remet systématiquement au syndic et puis au copropriétaire qui leur permet de contrôler que la canalisation, après notre curage, elle est parfaitement propre et parfaitement curée. D'accord. Donc, c'est vraiment un procédé, on peut dire, écologique, puisqu'il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien qui intervient en plus de l'eau. Et puis, ça réduit la consommation d'eau qu'on va injecter avec cette puissance qu'on dégage qui permet de faire autant qu'un volume plus important d'eau. Donc c'est ce que j'ai retenu et je trouve ça vraiment intéressant à tout point de vue. En dehors de l'efficacité qui est prouvée, c'est quand même intéressant voilà, hein, pour ces avantages-là et ces qualités-là qu'on ne rencontre pas forcément dans des solutions traditionnelles.
Bah, c'est tout à fait ça. C'est vrai que, juste pour terminer, c'est vrai que aujourd'hui, enfin moi, avec l'expérience et puis toutes les visites que je fais dans les copropriétés, la principale crainte des copropriétaires, c'est quand on leur propose une intervention de curage, c'est toujours la même question, c'est est-ce que ça va pas nous casser les canalisations, est-ce que ça va pas nous les dégrader? Et ça, c'est une question enfin, qui ressort pratiquement à chaque fois. Et donc, grâce à notre procédé, on est capable de faire ces opérations de curage, même dans des immeubles haussmanniens dans Paris. Donc, quelquefois, il y a même des fonds d'origine. Et on est capable d'intervenir sans risque de désagréger, dégrader ces canalisations. Ok. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, je voulais juste que Giovanni revienne un petit peu sur ce qu'on appelle allègrement la chaufferie connectée. J'aime bien ce mot-là. Donc, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'on peut développer encore et encore, et bon, sans en faire toute une conférence. Peut-être on peut quand même rappeler un petit peu en quoi ça consiste. Alors, je vais laisser Frédéric exposer cela, parce que c'est son petit bébé maintenant. Mais je voudrais juste revenir sur un petit point. Tout à l'heure, dans le sondage sur la maintenance, j'ai noté que globalement, les gens avaient mis ou 3 étoiles ou 4 étoiles. Et je pense qu'avec le système connecté, les 30% là, qui ont voté 1 ou 2 étoiles peuvent basculer dans la satisfaction plus générale. Et c'est important, ça, d'en prendre conscience. Et juste avant de céder la parole à Frédéric, c'est pour bien montrer qu'aujourd'hui, la chaufferie, c'est l'élément le plus coûteux de l'immeuble, hein, chaufferie et énergie, c'est le seul endroit qui n'est pas connecté. Donc, réfléchir à ça, c'est important parce qu'on a une visibilité que nous n'aurions pas quand on vient ponctuellement à l'immeuble. Donc, voilà l'intérêt de la connectivité. Frédéric, à vous. Allez, c'est... Je vais essayer de On vous y en va. parler assez simplement. Du coup, l'idée de la chaufferie connectée, c'est pour nous, c'est le fait d'installer un concentrateur dans l'armoire électrique de la chaufferie. Ce concentrateur, il va avoir des fonctions de régulation, donc toutes les fonctions de régulation classiques qu'on connaît en immeuble d'habitation, c'est-à-dire qu'il va permettre de réguler le départ chauffage en fonction de la température extérieure et en fonction de la consigne que vous avez donnée. Ça, c'est une première chose. On va pouvoir, sur ce concentrateur également, relier tout ce qui est pompe, avec la possibilité de basculer, puisque souvent on a des pompes qui sont doublées dans les chaufferies, donc permettent de, quand on travaille en retour de marche, c'est-à-dire que si une pompe nous indique qu'elle ne fonctionne plus, on basculera automatiquement sur l'autre, et si la deuxième ne répond pas et ne fonctionne pas, alors on déclenchera une alerte. Ça, c'est aussi une autre fonctionnalité. On va avoir tout ce qui est remonté des températures départ et retour chauffage, la même chose pour l'eau chaude sanitaire, la même chose pour les pompes d'eau chaude sanitaire. Ça va nous permettre d'avoir une vision globale du fonctionnement de la chaufferie, aussi bien sur les pompes que sur les flux en termes de température. Donc ça va nous permettre de voir des retours d'eau chaude sanitaire qui seraient anormalement bas, des stockages dans des ballons qui seraient anormalement bas. Ça va nous permettre tout ça. Et puis aujourd'hui, effectivement, on est très axé sur l'économie d'énergie. Le régulateur fait beaucoup pour les économies d'énergie, puisque c'est ce qu'on appelle dans les C2E un optimiseur de relance. Aujourd'hui, ça fonctionnait, ça vous disait, vous avez une température de consigne de jour et puis une température de consigne de nuit, avec un abaissement. Et là, aujourd'hui, ça va plus loin, puisqu'on va pouvoir le lier à des stations météorologiques pour faire de l'anticipation météo. On peut faire de l'anticipation à la hausse, mais aussi de l'anticipation à la baisse. Ou on ne veut faire que l'un ou que l'autre, de façon à ne pas renier le confort, parce qu'aujourd'hui, économiser, ça peut être assez simplement par la baisse d'1 degré, mais finalement, on rogne le confort. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir anticiper les hausses, anticiper les baisses sans renier le confort. Et puis, on va pouvoir, aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est tenir compte de la température ambiante dans les logements. Donc, on va pouvoir lui associer des sondes
et puis effectuer une moyenne de ces sondes pour avoir une représentativité de la température moyenne interne dans les logements d'un immeuble, ce qui est quelque chose qui est assez nouveau puisqu'on ne le faisait pas. Et en fonction de cette température, on va appliquer un correctif sur la loi d'eau, ce qu'on appelle en chaufferie, pour régler le départ chauffage, de façon à ce que les gens aient vraiment la température qu'ils souhaitent. Donc ça permet pas mal de choses. Et puis ça va nous permettre aussi de voir que si on n'y arrive pas, il y a peut-être d'autres procédés à mettre en œuvre, type l'équilibrage des vannes, voilà, différentes choses qui peuvent aussi influer sur le confort, qui sont du domaine de la distribution plus que de la production. Exactement. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité, hein, où on essaie de réguler au mieux les températures dans chaque appartement et même voir dans chaque pièce si on peut. Donc c'est vraiment on est dans un confort. Mais pas seulement, puisque si on n'occupe pas une pièce ou si on n'a pas besoin de chauffer une pièce, l'idée c'est peut-être de ne pas consommer des degrés de température pour rien, mais voilà, ou quand on s'absente de pouvoir dire j'ai pas besoin de chauffer mon appartement. Donc et si on n'est pas chauffé de la même façon que nos voisins du dessus ou d'en dessous, on aimerait bien que ça soit pareil à tous les étages. Donc c'est vrai que c'est des sujets dont la loi s'est emparée aussi, hein, avec l'individualisation des frais de chauffage, avec les robinets thermostatiques, etc. Mais tout part quand même, il ne faut pas l'oublier, de la chaudière. Donc voilà, on peut essayer de faire tout plein de choses au niveau de la distribution, mais il faut quand même qu'au départ, ça soit prévu dans le système et dès l'appareillage à l'origine dans les salles d'installation de la chaufferie. Merci beaucoup. Et donc après, pour Fabrizio, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans l'innovation. On est plus dans le savoir-faire. Dans l'expérience, hein, c'est ça, des années d'expérience. Donc, évidemment, hein, voilà, il faut avoir un bon outillage aussi, peut-être. C'est ça, en plomberie, on n'a rien de technologique ni d'innovant. Ce sont les mêmes procédés quasiment qu'il y a un demi-siècle. On travaille toujours le cuivre, on travaille toujours l'acier, on travaille toujours, quand on est amené à travailler et à intervenir sur le plomb, il n'y a rien forcément d'innovant dans la plomberie. Ce sont surtout les éléments qui sont innovants, les vannes d'arrêt aujourd'hui qui sont quarts de tour, et puis toutes les régulations qu'on peut trouver, les réducteurs de pression, les clapets anti-pollution, les disconnecteurs. Tous ces éléments-là sont venus se rajouter, mais la plomberie et surtout les recharges de fuite, c'est plutôt l'œil humain, c'est plutôt l'expérience, c'est plutôt les techniciens qui ont, on va dire, l'habitude d'intervenir sur certaines copropriétés où on a l'habitude d'intervenir parce qu'on intervient souvent quasiment pour les mêmes clients. Donc maintenant, les copropriétés, on commence à les connaître, on arrive à visualiser, à reconnaître, à savoir par expérience. Il n'y a pas forcément de technicité là-dedans, même si on arrive par moyen de procéder, surtout au niveau des recherches de fuite, ce qui est très important. On a des procédés qui ne sont pas, on va dire, super techniques, mais qui nous aident beaucoup, c'est-à-dire des recherches de fuite sur les évacuations à l'aide d'eau colorée, à la fluorocéine. Puis, nous avons pour les alimentations, surtout en partie encastrées dans les immeubles neufs, des recherches de fuite à faire en dalle avec des pompes à épreuve. Voilà, ce sont on va dire, les choses les plus techniques que nous pouvons posséder dans la plomberie. Ok. Alors maintenant, je vais vous demander à chacun, parce qu'on est presque arrivé à la fin de ce webinaire, et oui, je vais vous demander à chacun peut-être quelques conseils, alors pratiques ou de bon sens, que vous donneriez aux gestionnaires de copropriété. Là, on est plutôt axé sur les gestionnaires de copropriété parce que la plupart du temps, vous êtes quand même en relation avec les syndics, les professionnels, hein, qui viennent vous appeler et qui ont besoin que vous interveniez dans leurs immeubles. Donc, un petit conseil, le petit conseil peut-être certainement à suivre, qui peut-être les aidera dans leur métier, dans leur quotidien de gestionnaire. Alors,
Jérôme, un petit conseil. C'est vrai qu'on constate quand même, nous, que la maintenance des réseaux d'évacuation, c'est souvent un petit peu mis de côté, malheureusement. On est plus souvent dans du curatif que du préventif. Donc, si j'ai un conseil, et je le donne aussi bien aux gestionnaires qu'aux propriétaires, parce que c'est vrai que moi, on m'appelle, c'est pratiquement 50-50. J'ai aussi bien des gestionnaires que des copropriétaires qui me contactent. C'est de vérifier en fait un petit peu est-ce qu'il y a eu des interventions de curage ces 10 dernières années. Si c'est pas le cas, bah, faites contrôler vos canalisations, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une inspection vidéo. Et ça évitera, si vous voulez, souvent des gros désagréments, parce que nous, on sait que souvent on intervient pour des débouchages, mais si c'est un petit refoulement dans un parking, ça pose pas trop de problèmes. Quand c'est dans un logement et qu'on arrive et que tout l'appartement est inondé, souvent les copropriétaires sont désespérés. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est ça, c'est vérifier un petit peu si ces dernières années, ces 10 dernières années, vous avez eu des opérations de maintenance sur ces réseaux. Et si ce n'est pas le cas, ben, faites appel à voilà, un professionnel. On est là pour ça, nous. Et on pourra vous conseiller et vous dire dans quel état sont votre réseau, vos canalisations. Eh ben, c'est parfait. Merci, Jérôme. Très bon conseil à suivre. Le conseil de Giovanni. Alors moi, ça va être un cri du cœur. Ouf, alors attention, je me prépare. Et j'aimerais bien que les gestionnaires de copropriété nous redonnent la main sur le fait que nous sommes les sachants d'une installation. Malheureusement, on constate la présence de beaucoup de bureaux d'études. Je n'ai rien contre les bureaux d'études thermiques, hein, ils ont aussi leur rôle. Mais celui qui connaît le mieux l'installation de l'immeuble, c'est quand même l'exploitant. Et on a perdu malheureusement ce rôle de sachant. Et ça serait bien qu'on puisse le reconquérir, si j'ose dire, parce que les exploitants qui sont affiliés à des chambres syndicales, auprès de nous, on est affilié GCCP, donc très près de la Fédération française du bâtiment. La réglementation, on la suit régulièrement, elle évolue et elle est très changeante. Donc, les gestionnaires ne peuvent pas être au courant de toutes ces évolutions, de tous ces changements, parce qu'ils participent à plusieurs métiers à la fois, c'est-à-dire ils ont l'électricité, les ascenseurs, etc., etc. Donc vraiment, redonnons aux exploitants le rôle de sachant, parce que c'est vraiment eux qui maîtrisent leur installation et c'est eux qui sont à même de dire ce qui est bon pour l'installation, ce qu'il faut faire et ce qui peut la rendre plus performante et plus pérenne. Eh ben, je cautionne, je suis tout à fait d'accord. Chacun son métier et je pense qu'il faut savoir reconnaître la valeur et peut-être l'expérience et aussi les connaissances assez pointues de chaque expertise métier. Donc voilà, c'est très bien vu et je relayerai ce cri du cœur, Giovanni. Voilà. J'imagine que Frédéric abonde aussi hein, dans ce plaidoyer là pour les chauffagistes, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Après si j'ai un conseil à donner qui serait un peu plus de saison, c'est un petit peu d'anticiper les choses, tant pour les copropriétaires que pour les gestionnaires. Là, on va être à l'aube du rallumage des installations de chauffage. Ce serait bien de ne pas la subir. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'un chauffagiste qui va gérer, comme nous, 1200 immeubles, qui a un effectif qui est tout à fait convenable pour gérer l'entretien courant de tous ces immeubles. En revanche, on ne peut pas subir au 15 octobre une demande d'allumage de 1200 immeubles. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, il faut se mettre à la base, c'est de l'anticiper. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on parlait de régulation, il y a des régulations performantes sur les immeubles. Donc, logiquement, il y a des températures en dessous lesquelles on ne chauffera pas le bâtiment, donc on peut toujours anticiper cet allumage. Donc, soit on décide de l'anticiper, soit on décide de le différer.
mais il faut prendre une action et il faut l'anticiper un petit peu. Au même titre que c'est à l'arrêt du chauffage qu'on va venir gérer les problématiques de robinetterie, de radiateurs et autres. Et chaque année, pour autant, on a, au rallumage, on nous dit il faudra changer les robinets. C'est totalement incompatible, un remplacement de robinet avec un rallumage, puisque d'un côté, il faut vider l'installation, de l'autre côté, il faut la remplir. Donc, du coup, c'est toujours un peu compliqué. Donc, le conseil, ce serait d'anticiper un petit peu les choses. Très juste. Et on dit toujours qu'il faut se préoccuper de ces installations de chauffage quand on n'en a pas besoin. Hein. C'est au moment, voilà, c'est la période estivale, c'est l'été, voilà. Quand on en a besoin, c'est trop tard. Hein. Il faut que ça fonctionne. Hein, on le répète encore. On le répète. Bon, et puis peut-être le dernier conseil alors de Fabrizio pour conclure. Alors, le conseil. Le dernier conseil que je peux donner vraiment aux gestionnaires d'immeubles, c'est de proposer dès qu'ils peuvent une visite régulière de leurs immeubles. On sait qu'ils sont la tête dans le guidon la plupart du temps, toute l'année, et qu'ils ne peuvent pas forcément voir les choses que nous, techniciens, nous pouvons voir. Donc, on leur demande de nous faire confiance, de proposer aux copropriétaires ne serait-ce qu'une visite par an de leur entreprise de plomberie, au moins pour faire un audit et puis pour voir dans quel état c'est. Et c'est vraiment de passer, on va dire, de passer le bâton, de faire confiance aux entreprises et de leur dire qu'on n'est pas uniquement là dans l'urgence, on peut aussi prévoir et anticiper les choses quand on sait les anticiper. Eh ben, ce sera le mot-clé ce soir, anticipons. Donc, je vous remercie tous les quatre d'avoir pris le temps ce soir de répondre à toutes ces questions, d'avoir voilà, aussi répondu aux questions des invités hein, qui étaient là et qui ont exprimé aussi certaines interrogations sur ce que vous faites, des besoins aussi, qui ont exprimé des besoins ou qui ont apporté leur témoignage. Et donc, cet enregistrement sera disponible. On va faire un petit montage, mais on va vous le mettre très rapidement en lien et tout le monde pourra le regarder, le revoir. Ça sera aussi dans les pages de monimmeuble.com. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver à tout moment l'actualité de nos partenaires dans les pages de Mon Immeuble. Ils ont des pages dédiées et pour ceux qui ont des besoins, qui les ont exprimés, vous pouvez bien sûr les contacter. Ils sont là pour ça, ils sont à votre disposition. N'hésitez pas et vous serez très très bien accueillis en venant de monimmeuble.com. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ont répondu au sondage, est-ce que ce webinaire vous a plu? Est-ce que il a répondu à vos attentes? Eh ben, merci. Et puis, je vous dis, comme vous avez vu le programme, ça reprend, c'est très actif. Donc, inscrivez-vous à tout. Vous pouvez dès maintenant avoir votre place de réservée. Et si vous voulez venir à la soirée, d'ailleurs, par rapport à ça, je crois que chez Fulgoni, pour l'instant, personne n'a pris sa place pour la soirée apéro copro. Donc voilà, je lance l'appel aussi pour le 10 octobre. Voilà, ça c'était aussi. C'est confirmé. Okay. Voilà, c'est le cri du cœur de Gladys aussi. Elle a le droit, hein, elle peut se permettre. On veut les équipes de Fulgoni avec nous le 10. Voilà, pour la soirée. Et surtout, vous êtes tous les bienvenus. Inscrivez-vous, on vous attend nombreux. Et je vous souhaite une très, très belle soirée. Et voilà, hein, maintenant, vous savez que vous pouvez nous rejoindre à tout moment dans les pages de monimmeuble.com. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.